Donc bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie Un point un trait en partenariat avec Radio Lodève. Vous êtes historienne et chercheuse spécialisée dans la contre-cartographie et vous avez forgé le concept de spatioféminisme. Vous animez également de nombreux ateliers participatifs de contre-cartographie. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre 4e ouvrage, pour un spatioféminisme de l'espace à la carte. Neftisfer, bonjour. Merci. Bonsoir. Votre livre invite à une compréhension de l'espace dans une approche féministe pour rompre avec la subjectivité masculine des siècles précédents. En effet, comme vous le démontrez, nous façonnons l'espace autant qu'il nous façonne. Alors, j'aimerais commencer avec une citation. « La connaissance du monde est celle qui permet de le maîtriser. Le langage des cartes géographiques est clair, elles servent à fabriquer le consentement. » En quoi les disciplines de la géographie et de la cartographie sont-elles, peut-être de manière faussée, perçues comme objectives ? Alors, vaste question. Ça s'est construit historiquement. Il faut savoir que les cartes, ce que nous appelons les cartes, ce sont des représentations occidentales du monde. Parce que l'Occident s'est imposé pour différentes raisons. Il a imposé sa vision du monde, son épistémée, sa conception de la science et surtout son acception de l'espace. Et si on se réfère à d'autres cartes issues d'autres cultures, alors j'ai beaucoup d'images, notamment une carte aborigène. Si on se réfère à d'autres cartes, elles n'ont pas de métrique. Elles ne représentent pas l'espace euclidien, c'est-à-dire l'espace tel que nous le concevons, dans lequel nous pouvons mesurer le point A, la distance entre le point A et le point B, et c'est ce que nous allons représenter sur la carte. Peut-être pourrons-nous écouter cette carte aborigène. D'autres cultures, d'autres acceptions de l'espace disent l'espace, il est symbolique. Ce qui m'importe, c'est l'intérêt, par exemple, d'un arbre qui est un lieu religieux pour moi, qui est une référence religieuse, et c'est ça que je vais montrer sur la carte, alors que nous ne le montrerons pas. Donc ces cartes, elles représentent une culture, une vision occidentale de ce qu'est l'espace, de ce qu'est le monde, et elle se fait au détriment de toutes les autres représentations. Oui, et une vision du monde qui est présentée comme objective, réaliste et plus facilement imposable à tous, comme l'a été la domination masculine pendant des siècles. Comment la cartographie reproduit-elle les inégalités de genre ? Puisqu'elle est l'expression de ce dispositif, la connaissance est construite par les hommes, elle est androcentrée. Vous avez par exemple Donna Haraway qui qualifie la vue zénitale de vue par l'œil de Dieu, c'est-à-dire les cartes, elles représentent l'espace vu du ciel, comme si vous étiez Dieu et comme si vous étiez omniscient. Et l'homme étant la référence absolue, c'est cette masculinité abstraite, nous dit l'être humain, c'est un homme, en fait. Moi, je suis la référence. On a ça, par exemple, on en a parlé cet après-midi dans l'urbanisme, l'architecture fonctionnelle. On a parlé du modulor du Corbusier. Le modulor, c'est quoi ? C'est le standard, l'étalon pour la construction, donc la construction des appartements, la construction des immeubles, qui est un homme de 1,83 m, qui doit représenter l'humanité. Donc l'homme, mâle, vaut pour l'humanité. La carte, elle va se référer à cela dans les données qu'elle collecte. Par exemple, on parle du Gender Data Gap, le manque de données qui existe en général pour les femmes, de données statistiques. Il vaut aussi pour la cartographie. Quand on va faire des cartographies des catégories socio-professionnelles ou des richesses, ce sera par rapport au foyer. Le foyer, très longtemps, il était qualifié à partir de la profession et des revenus du mari. Donc les femmes disparaissaient et elles continuent de disparaître. Donc on a très peu de données genrées. Les grandes institutions mondiales commencent depuis une vingtaine d'années à forger des indicateurs économiques genrés qui se limitent cependant, quand ils sont genrés, à 4 paramètres, c'est-à-dire l'accès des filles à l'éducation, leur santé de reproduction, leur représentation politique et leur accès au marché de l'emploi.
Voilà, les femmes sont qualifiées ainsi. Et qu'est-ce qui manque ? Il manque le care, il manque le soin. Le soin, c'est-à-dire tout ce travail que les femmes réalisent gracieusement, en souriant puisque c'est naturel et puisqu'elles le font par amour, puisque d'après le contrat sexuel, elles auront des enfants avec la personne qu'elles aiment et se dévoueront à son éducation. C'est ce qu'on appelle la reproduction, quelque chose qui s'instaure, alors d'après Silvia Federici, depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire depuis l'entrée en capitalisme. Les hommes produisent la richesse et se font exploiter par ce biais, et les femmes permettent cette exploitation, cette production par la reproduction. Elles sont en charge de cela, elles le font naturellement puisque c'est dans leur gène apparemment, et puisqu'elles ont les appareils reproducteurs qui le permettent. Et j'ai oublié le début de votre question, tellement j'ai de choses à dire là-dessus, mais ce care, dans l'absence de données, si on l'examine à la loupe, il y a beaucoup d'études là-dessus. Si on valorisait le care en France au SMIC, seulement au SMIC, en sachant que c'est un emploi que vous occupez toute votre vie, de leur berceau, celui de nos enfants jusqu'à notre mort, eh bien, il augmenterait le PIB de 33% en France. Voilà. Le PIB ne tient absolument compte du care nulle part sur la Terre. Donc c'est la richesse d'un pays sans tout ce qui fait l'autre richesse et surtout la possibilité de pérenniser cette richesse par la reproduction. Je vous préviens, je suis très bavarde sur tous les sujets. Voilà, et peut-être ne regarderons-nous pas les images, mais je vous écoute. Dans la première partie de votre livre, vous faites un état des lieux des différences genrées liées à l'espace. De quelle manière les injonctions du patriarcat influent-elles sur notre rapport à l'espace ? Alors, parce que c'est pas inné. Qu'est-ce qui est inné ? ça commence à la naissance, ça commence avant, ça commence pendant la grossesse. On attend un enfant différemment selon qu'il sera une fille ou qu'il sera un garçon. Il est accueilli différemment et au berceau, on lui trouvera des qualités différentes selon qu'il est une fille ou un garçon. Cet enfant, on lui offrira des jeux, s'il est un garçon, des jeux de construction, des jeux qui favorisent la mobilité, c'est-à-dire tout ce qui a des petits trous. Et ça va de la petite auto à la trottinette, au jeu de balle. Et la petite fille, elle sera conditionnée au care. Elle recevra les poupées. Encore, toujours aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai offert un poupon à une jeune femme qui avait eu ça c'est de l'allemand, mais pardon, qui avait eu un garçon. Et elle l'a mis de côté. Elle m'a dit, je vais l'élever en homme. Et c'était une toute jeune femme. Voilà, donc nous les préparons à accepter leur rôle, nous les socialisons. Et qu'est-ce que ça va faire au niveau de l'espace ? La fille, elle est conditionnée à occuper peu d'espace, à occuper l'espace domestique où elle pourra se vouer aux soins. Le petit garçon, il a un autre schéma corporel. Et ça va se manifester de multiples façons dans les jeux, préparés par les jeux, mais à l'école, nous étions à l'école de l'ODEV pour des échanges cet après-midi. À l'école, dans la majorité des écoles, il y a un terrain de balle, de football au milieu de la cour. Il est occupé, à Strasbourg par exemple, d'où je viens, 80% de l'espace de la cour est occupé par 20% des élèves, et ce sont des garçons. Voilà. Donc cet enfant, il a une autre perception de son corps selon qu'on a considéré qu'il était une fille ou un garçon, et on ne lui a pas demandé son avis. La fille grandira sous le regard des hommes, dit-on. Elle se socialise ainsi. Le regard porté sur son corps est important, ce corps qu'elle considère comme fragile, ce corps qu'elle considère comme moins mobile. Elle jette la balle autrement, dit Iris Marion Young, une féministe américaine ou britannique, je crois qu'elle est américaine. Ça se manifeste dans les transports en commun. Donc ici, vous êtes des personnes très déconstruites, mais dans les transports en commun, les hommes écartent les jambes, ça s'appelle le manspreading, parce qu'ils occupent la place. Les femmes resserrent les jambes, parce qu'elles ne peuvent pas concurrencer. Voilà, c'est une des expressions de cette différence de conception de ce qu'est notre corps, de ses capacités, de ses possibilités. Ça se décline sur la mobilité. Des études montrent que les garçons vont se déplacer pour leurs intérêts personnels, retrouver les copains, aller au foot, etc. Et très jeunes, les adolescentes prennent en charge d'autres personnes.
C'est-à-dire qu'on va faire les courses, on va s'occuper des aînés ou d'autres personnes de la famille. C'est intégré. Et bien sûr, ça, c'est une moyenne selon les cultures, c'est pondéré différemment, mais c'est aussi présent ici en Occident. Voilà, donc ça se décline de façon très concrète, matériellement, dans les pratiques, nos pratiques spatiales par nos corps, mais ça se décline aussi, bien sûr, dans l'imaginaire, par cette socialisation qui fait que on s'accorde certains droits ou non. Donc, les femmes, par exemple, construisent des murs invisibles dans leur tête. Pourquoi ? Parce qu'un discours sécuritaire qui prévaut depuis belle lurette leur dit « le danger est dehors, le danger te guette au coin de la rue, surtout ne sors pas la nuit. La nuit, tu vas te faire agresser par un étranger. » Or, on sait très bien, je ne sais pas si j'ai une image de ça, mais 9 femmes sur 10 connaissent leur violeur. L'endroit le plus dangereux pour la femme, ce n'est pas ce royaume dont parle, que critique bien sûr Simone de Beauvoir. L'endroit le plus dangereux pour la femme, c'est son foyer. Voilà. Mais on lui fait croire que le danger réside dehors, donc à l'extérieur. Elles vont adopter des comportements d'adaptation, puisqu'elles sont soumises à ce qu'on appelle le continuum de la violence, c'est-à-dire qu'on va les agresser de 1001 façons. Et l'agression, elle est économique, elle est psychologique, et elle est physique aussi. Et la remarque déplacée dans la rue fera que vous éviterez un regard, fera que vous éviterez un endroit, fera que vous faites semblant de téléphoner, d'appeler quelqu'un. Vous vous comportez différemment. Les femmes entrent autrement dans un café que les hommes, parce qu'elles savent très bien qu'elles vont être scrutées quand elles entreront, etc., etc. Donc il y a plein de dispositifs qui ne sont jamais formulés, qui sont intégrés et que nous mettons en œuvre par notre comportement. Personne ne nous dit de le faire. La culture nous conditionne à les accepter nous-mêmes et à les acter. Quand je porte les cheveux longs et que je me maquille, eh bien, j'acte le fait qu'on m'a assigné le genre femme. Et ça, c'est sans jugement, parce qu'il y a des cultures où ce sont les hommes qui portent les cheveux longs, les hommes qui portent des jupes et les hommes qui se parent. Et dans toutes les cultures, au début, tout le monde se parait. Et même récemment, regardez les portraits de Louis XIV. Voilà. Donc, c'est temporellement et localement à différencier, mais nous avons des assignations de genre. Et le problème, et là je me réfère à Françoise Héritier, que vous connaissez certainement, mais Françoise Héritier, elle forge le terme de valence différentielle des sexes, qui veut que... Alors, pour décomplexifier le monde, ce que font les cartes, nous le réduisons. Nous réduisons cette complexité, par exemple, par une bipartition. Il y a le jeune, le vieux, le clair, le foncé, le fort, le faible, le dur, le mou. Et quand ces qualités sont négatives, dans toutes les cultures, et elles peuvent être contraires, eh bien, elles sont attribuées au féminin. Voilà. Le féminin, par essence, c'est négatif. C'est vrai que c'est plus simple d'avoir une bicatégorisation des femmes, des hommes, c'est pratique, mais on attache des qualités négatives aux femmes. Et donc, nous allons nous conformer à cette attente, mais comme le dit Judith Butler et d'autres avant et après elle même, c'est nous qui performons le genre. Ben, si nous le performons, nous avons aussi toute l'attitude d'en modifier les paramètres et de nous comporter un peu différemment. Et c'est ce qui est en cours aujourd'hui dans les sociétés où les gens ont la possibilité d'exprimer leur désaccord par rapport au genre qui leur est assigné. Il faut savoir qu'il y a énormément de genres intermédiaires. Les assignations de genre qui étaient faites par la violence jusqu'à un temps récent commencent à être remises en question. Et c'est heureux, parce qu'il n'y a aucune raison de le faire, c'est une violence. Donc, à partir des années 70, les féministes commencent à s'emparer de ces questions. En quoi l'approche féministe est-elle nécessaire pour situer et envisager les inégalités spatiales ? Alors moi, j'ai commencé à travailler sur... oui, je ne vais pas retracer tout le cursus, mais quand j'ai commencé à travailler sur la contre-cartographie, donc une cartographie un peu alternative, qui est réalisée en dehors du cadre institutionnel, j'ai immédiatement vu qu'elle mobilisait les théories critiques féministes. Pour n'en citer que quelques-uns, le point de vue situé, donc à nouveau Donna Haraway,
quand je dis quelque chose, quand je formule un énoncé, et dans le cas de la carte, c'est sur le monde, je parle d'un certain endroit. Si je suis un géographe occidental, blanc, mâle, de renommée nationale, je parlerai avec beaucoup d'autorité et vous me croirez. Si j'appartiens à une culture minoritaire, par exemple les Inuits du Canada, vous aurez beaucoup plus de mal à me croire, surtout si je suis une femme, si mon aspect physique dit que j'appartiens à un autre, j'ai un phénotype un peu différent, vous ne me croirez pas. Donc nous avons toujours un point de vue situé, et l'homme mâle blanc qui parle en tant qu'universel de l'humanité, il l'oublie. Il va prendre le on, le nous. C'est le résultat de ses recherches, ce sera un résultat valable à ses yeux pour la Terre entière. Ça a été longtemps le cas de l'anthropologie et de l'ethnographie surtout. Et cette approche-là fait que les cartes, elles peuvent s'imposer à nous comme la vérité de ce qu'est la surface de la Terre, de ce qu'est son aspect et de ce qui s'y déroule. Il faut savoir que la carte, c'est un prétexte à fournir une information. Elle a un pouvoir performatif, c'est-à-dire qu'elle fait exister ce qu'elle représente. Vous avez le fond de carte, la topographie, vous reconnaissez, nous sommes conditionnés visuellement par accepter comme un fait quelque chose que nous n'avons jamais vu. Avez-vous déjà vu à quoi ressemblait la surface de la Terre? Sinon par les cartes ou les images satellitaires. Jamais. Eh bien, ceci, nous l'acceptons, nous l'actons. Oui, voilà, la Terre, ça ressemble à ça. Et si je colle une information sur ce fond de carte, eh bien, il y a de fortes chances que ce crédit de véracité, nous l'accordions à l'information. La carte, ça fonctionne comme ça. Elle est très, très, très puissante. Elle dit le monde et elle le fait. Et avoir une approche féministe, c'est se dire, attention, la personne qui a fait cette carte, elle parle d'un certain point de vue, elle le fait dans un certain contexte. Il faut savoir que la production cartographique, c'est quelque chose de particulièrement onéreux, même au temps du numérique. Mais très longtemps, par exemple, on a reproduit les cartes. Déjà, les cartes, c'est la reproduction de la narration d'un explorateur. Et vous n'avez rien d'autre. Comme c'est cher de représenter des cartes, quand on récupère Ptolémée, qui est un auteur de l'Antiquité, à la fin du Moyen-Âge, toutes les erreurs qui sont produites sur la première carte, vous les retrouvez sur la deuxième, la troisième, la quatrième. Vous avez ainsi les monts. Je sens qu'on ne va pas regarder d'image. C'est dommage, après, mais il y aura de la redite. Sauf si je m'arrête. On peut, oui, bien sûr. On peut. Alors, je vais passer tout ce que je voulais vous montrer. S'il y en a qui illustrent le propos. Les monts de Kong. Voilà, ici, les monts de Kong. Donc, on a une carte de l'Afrique qui date de 1805, donc époque de la colonisation, où on voit une ligne, ce sont des montagnes, ce sont les monts de Kong qui traversent toute l'Afrique. Ces monts n'existent pas. Seulement pendant 100 ans, ils ont existé sur toutes les cartes. Voilà, pourquoi? Parce que c'était cher de reproduire des cartes, c'était très cher. Donc on n'allait pas réexplorer. Voilà, c'est un des nombreux biais qui affectent la cartographie. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Ne serait-ce que celui du fait que vous avez un objet sphérique et vous le projetez sur un objet plan, ça ne va jamais se faire sans déformation. Donc vous avez des déformations de distance, des déformations d'angle, des déformations de forme. Donc la carte c'est très cher, mais on va s'en accommoder. Donc tant pis pour les monts de Kong. 100 ans après, bien sûr, c'était intéressant de se dire qu'il y avait des montagnes là-bas parce que ça pouvait encourager les aventurières et aventuriers économiques à l'exploration minière, par exemple, tout simplement. Il y a toujours des raisons. Donc la carte, elle est produite dans un contexte économique et vous ne le savez pas. Vous ne savez pas pourquoi elle est produite, quelle était l'intention des cartographes. Vous ne savez pas dans quel contexte économique, financier elle a été produite. Vous ne savez pas sur quelles données elle est basée. On a beau vous indiquer la source, n'importe quel grand organisme, vous ne savez pas comment l'information a été traitée. Ces données, il faut les simplifier, les discrétiser, et vous ne savez pas comment ont procédé les cartographes. Donc on vous offre un produit clé en main sur lequel vous n'avez aucune emprise et aucun moyen de vérification. Mais comme vous n'en avez pas d'autres, parce qu'on a besoin des cartes,
vous l'acceptez. Donc, les théories critiques féministes, elles disent, attention, il y a ce contexte de production et il faut en avoir conscience. On ne peut jamais être objective. On peut, à la rigueur, fonctionner avec une objectivité forte. Cette objectivité forte, c'est celle qui reconnaît sa subjectivité. Voilà, c'est Sandra Harding qui dit, mais reconnaissons l'endroit d'où nous parlons, le contexte d'énonciation, et cette objectivité, elle sera quand même beaucoup plus intéressante quand on saura qui a parlé et pourquoi. Voilà, donc c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, de l'apport des théories féministes à la façon dont nous représentons l'espace, parce que ça vaut pour les cartes. Merci. Alors, vous écrivez, page 128, « Les agencements et réagencements spatiaux sont le résultat d'interactions à tous les niveaux de la vie humaine. Quels sont les liens qui existent pour vous entre l'intime, le local et le global ?» Alors, on parle de transcalarité, un terme que j'ai eu du mal à traduire en allemand récemment pour un appel à colloque. La transcalarité, c'est quoi ? C'est que, alors on connaît bien les mouvements altermondialistes qui disent le global, c'est le local, mais c'est vraiment vrai. Après, il faut savoir de quoi on parle, et c'est pour ça que je vous montre cette image. Et il s'agit ici, tout le reste vous le connaissez, il s'agit ici d'une photo de femmes africaines, d'après leur couleur de peau, dans la steppe, qui ont des seaux sur la tête. Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont au marigot. Elles vont au marigot ou à la rivière chercher de l'eau. Elles mettent 2 heures pour aller chercher de l'eau. Et nous, dans notre monde qu'on dit globalisé et mondialisé, on dit que tout s'est accéléré, que la communication est instantanée. On peut voir quelqu'un par visio au bout du monde. On se déplace en quelques heures, et c'est effectivement vrai pour un homme d'affaires qui monterait dans son jet, ou un homme politique qui, pour des raisons publicitaires, irait sur tous les lieux de malheur du monde. Mais ce n'est pas vrai pour ces femmes africaines. Donc ce qui se passe au niveau mondial, ce sera plutôt négatif, c'est-à-dire elles, leur espace de vie rétrécit, avec les guerres que produit le capitalisme dans les autres régions du monde. Eh bien, elles vont devoir fuir la région où elles pouvaient produire leur nourriture de subsistance. Avec le réchauffement climatique, il faudra aller de plus en plus loin pour chercher l'eau. Et avec les violences sexistes et sexuelles qui connaissent une sorte de normalisation du fait des guerres, du fait des misères, du fait des déplacements, etc., elles seront exposées à ces dangers. Donc la transcalarité, il faut comprendre cela comme quelque chose d'à la fois positif et d'à la fois négatif, mais très négatif pour les perdantes et perdantes de l'histoire, comme d'habitude. Et c'est Doreen Massey qui dit ça, donc c'est une grande géographe britannique, marxiste, qui n'est pas traduite en français, ou alors peut-être un ouvrage, peut-être un article, je ne sais pas. Donc vous avez beaucoup de grandes géographes de langue anglaise qui ne sont pas traduites en français, parce qu'en France, on est apparemment très, très frileux par rapport à ça. Mais elles ont théorisé ce type de questions. L'espace, il est conçu, il est vécu et il est à la mesure des hommes, de cet homme de 1m83 du Modulor, mais aussi dans ses pratiques. Et les femmes en font les frais. Tout comme le sexisme, le racisme et l'injustice sociale produisent des inégalités spatiales, un des angles de lutte serait-il donc la dénonciation du capitalisme patriarcal ? Absolument. Comme je l'ai dit au début, la reproduction qui fait que les femmes fournissent la main-d'œuvre qui permettra de produire la plus-value de la production, c'est une façon de les mettre à tribut. Donc, pour moi, le féminisme ne peut être qu'anticapitaliste. Donc, les féministes qui se revendiqueraient de droite, et il y en a, ce sont en fait des féministes individualistes, tout comme il y a des anarchistes individualistes qui ne parlent que pour elles-mêmes et pour leur intérêt personnel. Et qu'est-ce qu'elles font, ces femmes ? Alors, moi, j'aime bien l'expression d'une amie géographe qui dit « Pour y arriver, j'ai mis mes couilles sur la table ». Oui, elles font ça. C'est-à-dire qu'elles adoptent les codes masculins pour pouvoir exister. Et nos femmes politiques, c'est cela. Angela Merkel, c'était cela. Et je ne citerai pas toutes les autres. Ce sont des hommes, en fait, déguisés en femmes, qui vont utiliser ces codes, ces règles pour faire du coude, pour se défendre dans cet univers-là. Mais si ce qui qualifie les femmes
eh bien, c'est leur socialisation. Pour moi, la socialisation des femmes est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus prometteuse que la socialisation des hommes. Si on apprend à un être humain à aimer les plus faibles, à en prendre soin, à se sentir responsable, c'est quand même de meilleur augure pour le cours de l'humanité que de le socialiser à la concurrence et à la violence. Alors, ce que je dis souvent, c'est l'écologie et le féminisme vont main dans la main. Et ça, l'histoire le montre. Donc, vous avez les écoféministes, qui est une manifestation particulière du féminisme, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une essentialisation de la femme. Ce n'est pas cette femme Déméter. Voilà, c'est autre chose. C'est justement de dire le care. Ce qui va définir cet être social féminin, c'est le care, c'est le soin qu'on lui confie de la vie d'autrui. Et il me semble qu'un monde serait beaucoup plus doux si les hommes étaient socialisés comme les femmes. Alors moi, j'appelle à socialiser nos garçons comme nos filles. Malgré tous on me rapporte souvent que des personnes qui ont élevé leurs fils en féministes, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai 4 filles, ça, je dis pas que ça a été plus facile, j'ai juste eu de la chance. Socialiser son garçon de façon déconstruite, c'est très difficile parce qu'il va se heurter à un environnement hostile, celui qui lui renverra l'impossibilité de socialiser dans un groupe qui fonctionne autrement, qui ne le tolérera pas, qui le rejettera par ce processus très, très particulier au groupe, c'est-à-dire qu'il faut forger un ennemi, on le retrouve dans la xénophobie et dans l'antisémitisme, pour pouvoir s'assurer de sa propre identité. Et ai-je répondu à votre question ? Oui, tout à fait. Dans vos ateliers participatifs de contre-cartographie, l'idée est de partir des expériences vécues pour dénoncer les injustices sociales oubliées des instituts. En quoi la subjectivité des cartes est-elle également importante ? Alors, en le raccrochant à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'homme universel, cette masculinité abstraite, elle dit... Alors, Lucie Rigaret, elle a un article extraordinaire qui dit E égale MC2, est-ce une équation genrée ? Elle répond peut-être que oui. Mais bien sûr que c'est une équation genrée. La science, elle est masculine, puisque les femmes relèvent de l'émotion, celles qui sauront si bien prendre en charge le care. Donc la science se prétend neutre, absolument neutre. Tout ce qui est de l'ordre du subjectif, ça devient féminin. Les hommes sont objectifs, les femmes sont subjectives. Donc les cartes, elles se devaient d'être objectives. Donc pour ça, je montre par exemple, pour nous, la carte, elle doit être analogique. À partir du moment où elle s'est mathématisée, c'est-à-dire où on a commencé à arpenter et à trianguler le monde, elle devenait de plus en plus exacte. Vous avez Louis XV, est-ce Louis XV probablement, qui dit alors c'est le IR, c'est le 17e, peut-être, je ne vais pas donner de date parce que là je ne l'ai pas en tête, qui dit ces messieurs de l'Académie, donc ça peut pas être, c'est peut-être Louis XV, oui, on rétrécit mon royaume parce qu'ils ont commencé à le trianguler et on s'est rendu compte que la France, elle rétrécissait à partir de ce moment-là parce que la Bretagne était beaucoup trop généreuse. Donc on a commencé à trianguler le monde et ça c'est pas avant la Renaissance. Avant, les cartes, elles sont comme les cartes occidentales sont comme les cartes autochtones parce qu'il n'y a pas encore de propriété du territoire. Il y a plutôt des lois et des règles et des obligations des différents seigneurs. Donc, à partir du moment où elle devient mathématique, elle doit être fiable. Elle devient soi-disant objective. Elle doit être comme une photo. Donc, quand vous voyez une photo de Google Earth, vous imaginez que c'est une image satellitaire de la Terre. Eh bien, pas du tout. Google Earth, ce sont des captations d'ondes, ça donne des petites tuiles grises qu'on va assembler, qu'on va recoloriser pour vous donner cette impression de globe terrestre. Le globe terrestre ne ressemble absolument pas à ça. Le désert n'est pas jaune éclatant et la mer n'est pas bleu de rêve. Voilà, donc il y a cette prétention à l'objectivité que les féministes dénoncent depuis toujours. Pourquoi ? Parce que l'émotion, le ressenti, l'empirique, ce sont des informations tout aussi intéressantes que ce qu'on aura pu mesurer, calculer, quantifier. Et donc dans la contre-cartographie, par exemple, très longtemps, les cartes n'avaient pas de signature.
Après, à partir de la Renaissance, émerge l'idée du génie qui va signer ses œuvres. Leonardo da Vinci, tout le monde le connaît, et c'est parce qu'il est un génie que tout ce qu'il fait est beau, et ça perdure. Et dans la cartographie, c'était des petites mains, c'était des ateliers. La famille Cassini, c'était plusieurs personnes qui faisaient des cartes. Il n'y avait pas de géniteur attitré. Eh bien, les cartes non signées, elles sont considérées comme un pur produit de l'esprit, comme un pur produit objectif qui émanerait des chiffres et serait donc incontestable. L'idée, c'est de dire que cette information-là, vous ne pourrez jamais la contester. Or, comme dit tout à l'heure, elles sont conduites dans certaines conditions et ne sont absolument pas objectives. Aucune carte n'est objective, je dirais même aucune carte n'est plus valable à partir du moment où elle est montrée. Puis, pourquoi ? Parce qu'elle est caduque. C'est un instantané sur un moment T. Quand vous la reproduisez, l'état du monde a déjà changé. Voilà. Mais on va s'en contenter, comme on n'a rien d'autre. Donc la subjectivité, par exemple, sur les contrecartes, se manifeste dans le fait qu'au lieu de faire appel à un logiciel de dessin, donc les logiciels de dessin vectoriel, ils font la couverture de ce livre, je l'ai fait de mon livre pour un spatioféminisme, je l'ai fait avec Illustrator. Donc j'ai déformé une carte topographique pour lui faire dire attention, dans cet espace-là, c'est le Briançonnais, vous avez deux pratiques qui se chevauchent. Le même espace est pratiqué par des groupes humains différents. D'un côté, vous avez les touristes. Les marques en noir, ce sont les touristes avec tous leurs slogans publicitaires ou ce qu'on fait pour les attirer, qui pratiquent le même espace que les exilés qui traversent la frontière et qui meurent en montagne. Et ces personnes se croisent à quelques mètres d'intervalle sans jamais se parler, pratiquement sans jamais se voir. Donc vous pouvez être assis à la terrasse d'un café à la frontière briançonnaise sans voir les ombres qui passent à côté de vous et qui vont aller se cacher derrière l'église pour attendre la nuit, pour s'enfuir dans la montagne, mourir de froid, mourir de faim, tomber peut-être pas de faim, mais de soif et tomber dans les ravins. Et donc en rouge, ce sont les personnes décédées du fait de la répression militaire à la frontière. Donc, ces logiciels permettent énormément de choses, notamment à produire des cartes numériques, à les mettre en ligne, à partager l'information, à créer des plateformes comme OpenStreetMap, comme Harasmap. D'ailleurs, peut-être que je peux vous montrer Harasmap. Tiens, autre chose, les odonymes. C'est ce bain culturel dans lequel nous nous trouvons. Ça, c'est une carte numérique réalisée à Vienne, qui montre les rues de Vienne, réalisée par Gender Atlas, qui est un collectif viennois. Il montre quoi ? Il montre en bleu les rues attribuées à des personnages historiques masculins, en rouge les rues attribuées à des personnages historiques féminins. Mais qu'est-ce que vous voyez si vous regardez la longueur cumulée des rues ? Le rapport entre les rues attribuées à des personnages féminins et ceux attribués à des personnages masculins doit être de 1 sur 15. Voilà. La carte numérique, elle permet ça, parce que cette carte-là est interactive. Vous pouvez choisir, sélectionner l'information qui vous intéresse et dire, excluez les églises de cette représentation, parce que est-ce que Marie est un personnage historique ? Alors, selon votre point de vue, vous direz oui, ce sont toutes les femmes, et d'autres diront non, c'est un personnage fictif, ou peut-être fictif, donc on n'en tiendra pas compte. Donc le numérique, ça permet ça. Ça permet de partager aussi. Et là, je voulais vous montrer Harasmap, parce que, voilà, la carte Harasmap. C'est une plateforme où vous pouvez signaler les abus constatés dans l'espace public, dans cet endroit où a lieu notre vie, en fait, où ont lieu nos échanges qui sont du politique, en fait. Hannah Arendt, elle dit, le politique, ça se joue dans das Zwischenmenschen, l'entre humain. Et dans cet espace qu'on a abandonné, notamment du fait de l'architecture fonctionnelle, de l'urbanisme fonctionnel, ce qui était auparavant la surveillance naturelle. Ici, à l'ODEV, vous ne ferez pas la même chose que votre voisine ou voisin. Il se peut qu'à toutes les heures de la journée, il y a un regard sur la rue. La rue sera bien moins dangereuse que dans une ville fonctionnelle où tout le monde fera la même chose au même moment et les rues seront vides. Et c'est là que vous aurez peur. Donc le problème de la sécurité, il vient de là.
Donc cet espace public qui a perdu sa fonction de sécurisation, remplacé par le sécuritaire commercial, il est l'endroit où se manifestent les violences masculines. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tues, parce qu'elles sont cachées, parce qu'elles sont silenciées, ignorées. Et tous les mouvements féministes depuis MeToo, 2017, bien avant, bien sûr, mais de plus en plus, et je pense surtout au viol de Mazan. Le viol de Mazan, ça consistait, le procès des viols de Mazan, ça consistait en la désilenciation de quelque chose qui était silencié, donc acté. La violence masculine ne peut exister que parce que nous fermons les yeux, c'est tout. Si on dit, comme ici, sur cette carte du Caire qui représente, chaque nœud, chaque point représente le signalement d'une violence, là, on est en train de dire ça se passe dans l'espace public. Et honte à celui qui aura été signalé comme étant cet acte. Quelque part, c'est réapproprier cette faculté qu'a l'espace public d'être protecteur. Donc, cette carte numérique, elle est interactive. Vous pouvez signaler ce que vous aurez contacté en tant que victime ou en tant que témoin. Donc, la carte numérique, elle permet ça. On est loin de votre question, j'ai l'impression. Non, mais ça se rapproche de la suivante. Donc ça se rapproche de la suivante. Voilà. Mais dans les ateliers de contre-cartographie, pour terminer de répondre, ce sont des ateliers à main levée. Et là, on va surtout éviter, en tout cas moi, il y a des gens qui le font et je ne trouve pas ça très honnête, de reprendre le travail des personnes pour en faire une carte jolie, pour en faire quelque chose de reproductible, de publiable. Et ça peut... Alors, je vous montre. Tiens, on va prendre celle-là, puisqu'elle plaît tant. Elle a l'air maladroite, elle a l'air enfantine. C'est la carte de femmes en migration qui squattent un endroit à Paris. C'est des femmes déboutées de leurs droits en sachant qu'elles sont enceintes, qu'elles ont des petits bébés, que normalement on n'a pas le droit de les mettre à la rue, quel que soit leur statut. Elles y sont quand même, donc elles se sont organisées pour se retrouver dans cet atelier. Elles ne sont pas alphabétisées, n'ont pas l'habitude de dessiner, n'ont jamais dessiné, mais elles arrivent à produire ça. Donc là, il faut imaginer, on est autour d'une grande table et plusieurs femmes. Il y a les enfants autour, elles les ont représentés au milieu, à côté de la table. Et ce qu'elles dessinent, c'est d'une valeur inestimable, en fait. C'est quoi ? C'est leur histoire de vie depuis le pays dont elles sont parties, ce qu'elles ont vécu sur leur trajectoire qui dure plusieurs années, ce qui leur est arrivé, les drames qui leur sont arrivés, les petits bonheurs aussi. Donc, je ne vous parle pas des couleurs puisqu'elles sont faussées à l'écran. À quoi ressemblait leur pays, à quoi ressemblait la traversée. Et tout ça, vous ne pouvez pas le représenter autrement sans tricher. Pour moi, il est important de garder la patte. Il est à leur nom. Je demande aux groupes qui font des cartes de signer leurs cartes et de ne pas avoir honte de la maladresse de leurs traits. Quand des gens me disent « Ah, je ne sais pas dessiner, ah, je ne sais pas écrire », ça me désole. Mais au bout de quelques heures, on voit que ces personnes ont réussi à produire de très belles cartes. Voilà, donc la subjectivité, elle est là. Elle est dans la donnée qu'on va mettre en forme. Cette subjectivité, c'est votre expérience personnelle. Par exemple, les cartes réalisées au collège de l'ODEV traitent de la subjectivité des élèves qui vont montrer leur pratique de la cour, leur trajet. Hier, les élèves ont montré leur trajet depuis leur domicile jusqu'à l'école, avec pour consigne de montrer les endroits dangereux. Et c'est vrai qu'il y a des endroits, quand on pense aux pistes cyclables ici à l'ODEV, moi, en tant que maire, eh bien, ça m'effraie de voir qu'une piste cyclable peut être en fait un coup près pour l'enfant qui oserait s'y engager. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de pistes cyclables à l'ODEV, qui est quand même un lieu très petit. Donc les enfants avaient cette consigne et ont montré leur regard, leur ressenti, leur expérience de l'espace. C'est ça la subjectivité. C'est ce que revendiquent les féministes, notamment par des notions comme celle de première concernée, de subalterne déjà. Donc ça, c'est Spivak, c'est Gramsci à l'origine, mais c'est aussi Spivak qui disent il y a des subalternes. Les subalternes, c'est qui ? Ce sont les pauvres, ce sont les personnes dont on n'écoute pas la parole, qui n'ont pas de relais pour leur parole. Et dans l'humanité, 50% de l'humanité est totalement subalterne par rapport à certains dispositifs, c'est-à-dire les femmes. Par quel autre moyen concret les habitantes d'une ville peuvent-elles se réapproprier les espaces publics ?
L'espace public, ça s'occupe. On l'a vu avec les manifestations contre la réforme des retraites. On était des milliers et des milliers pendant des mois et des mois dans la rue. Il y a eu beaucoup de cartes à ce moment-là. Occuper l'espace, Reclaim the Street, c'est un mouvement très connu. Mais c'est surtout analyser nos propres pratiques de l'espace. Les ateliers, ça sert à ça. Alors on a beaucoup parlé tout à l'heure, il y avait une autre intervention à l'école du cylindre spatio-temporel. Le cylindre spatio-temporel, c'est inventé par un géographe il y a quelques décennies à présent. Alors c'est très difficile en cartographie de représenter la temporalité. Soit vous faites une collection de cartes, soit vous faites des flèches. Et lui, il a trouvé un système très astucieux. Donc vous avez une carte qui est projetée. Moi, j'ai choisi un cylindre quand je l'ai reproduit parce que j'avais vu un exemple quelque part et je me disais c'est très bien. Vous avez la carte qui est en haut à 0 heure. Et ça représente les 24 heures d'une journée, et reproduite en haut et en bas du cylindre. Et à l'intérieur, vous placez vos personnages. Et vos personnages, dans ce cas précis, c'est une femme et un homme, Léa et Luc. Pendant que Luc va travailler, se consacre à son emploi, Léa, elle, a pris un congé parental et s'occupe des enfants. Eh bien, on se rend compte que les trajets de Léa, c'est du zigzag, bien sûr, et ils sont séquencés. Et elle a une charge mentale absolument énorme par rapport à Luc qui va pouvoir se consacrer à sa carrière. Donc ça, c'est un des exemples. C'est une application qui un jour sera peut-être développée pour être interactive, pour que tout le monde n'ait qu'à saisir sa géolocalisation et après se questionner sur sa propre vie. Parce que la façon dont vous pratiquez l'espace, c'est la façon dont vous vivez. Et ça conditionne aussi votre avenir. Croyez-moi que Léa, quand elle aura divorcé, elle sera très pauvre. Mais sa retraite, n'en parlons pas, puisqu'elle a sacrifié plusieurs années. Elle a ces fameuses retraites en dents de scie qui font qu'elle risque d'avoir 40% de revenus en moins avec les mêmes compétences et les mêmes emplois qu'un homme. Voilà, donc c'est se réapproprier l'espace. Et dans approprier, il faut pas comprendre la propriété, mais plutôt la pratique. Investir l'espace. Ça se fait en analysant nos propres comportements, les biais que leur imprime le patriarcat. Et c'est aussi se manifester. Donc, comme dit, tous ces procès récemment, mais toutes les actions des féministes qui se montrent dans l'espace public, elles font cela. Elles manifestent leur existence, tout simplement. Parce que les femmes, autant sur le plan historique qu'économique, dans la recherche, par exemple, elles sont systématiquement effacées. Il y a quelque chose qu'on appelle le complexe de Mathilda. C'est une femme qui aura fait une découverte, que ce soit l'ADN ou le fonctionnement de l'univers. Eh bien, on attribuera les mérites de ces résultats à un homme. Et ça continue à toutes les échelles. Vous écrivez, page 161, que la finalité d'une contrecarte est de nous apporter des éclairages alternatifs sur le fonctionnement du monde, de formuler une information nouvelle produite à partir de sources inusitées, souvent occultées parce qu'elles contreviennent à des intérêts de groupes dominants. Pensez-vous que l'implication des associations ou des conseils citoyens dans les politiques des villes, notamment au sujet des quartiers prioritaires, soit à rapprocher de la contre-cartographie ? Bien sûr, mais il faut faire feu de tout bois. À partir du moment où on comprend bien la politique, c'est quoi ? C'est être citoyenne et citoyen. Et c'est agir pour notre police, avec un S, notre société. La contrecarte, elle va visibiliser quelque chose qui est occulté parce que c'est gênant, parce que ça contrevient à certains intérêts. Elle va croiser des informations. Par exemple, moi, donc ma recherche initiale porte sur l'isotype, une méthode de représentation de données statistiques. Et si vous corrélez à Vienne, donc c'est un travail que j'ai fait à Vienne, si vous corrélez les revenus, les catégories socio-professionnelles et les revenus par quartier de Vienne, c'était dans les années 30, et vous le corrélez à la mortalité infantile, vous vous rendez compte immédiatement du rapport qu'il peut y avoir entre la possibilité de faire vivre vos enfants ou non. Et on le sait au niveau plus petit des pays, mais à ce niveau des quartiers, c'était beaucoup moins évident. Donc la contre-cartographie, elle va révéler des phénomènes, elle va les agréger, les comparer, les mettre en regard et faire émerger des choses.
Et ça fait naître une parole. Et ça permet de prendre une parole en étayant, en pouvant argumenter à partir de faits établis, à partir de concertations. Et il me semble qu'en cela, ça correspond à toute démarche citoyenne, oui. Et les démarches citoyennes s'emparent très souvent de la cartographie. Et ce qui est en cours, par exemple ici au collège, la carte, elle a ce pouvoir performatif. Alors plutôt que de laisser ce pouvoir aux mains des personnes qui vont servir d'autres intérêts que l'intérêt général, autant nous l'approprier, autant nous servir de cet outil et faire des cartes sur ces informations diffuses, gênantes, inintéressantes. Ce qui concerne les subalternes, la vie des femmes en migration à Paris dans un squat, ça n'intéresse strictement personne. Et quand en plus ça a cette forme assez peu conventionnelle, c'est encore plus gênant. Oui. Donc oui, les mouvements citoyens peuvent s'emparer des cartes, certains le font. Alors j'ai mon troisième ouvrage, Ceci n'est pas un atlas, c'est la traduction d'un... Il est épuisé, donc ne cherchez pas à l'acheter. C'est la traduction de This is not an atlas, qui est apparu en 2018, qui montre des exemples de contre-cartographie sur la Terre entière. Donc je l'ai un peu modifié et réédité. Et qu'est-ce qu'on y voit? Que des groupes citoyens, comme au Kenya, par exemple. Des groupes citoyens s'emparent de la cartographie quand ils habitent dans les quartiers informels, qu'on appelle improprement bidonvilles, qui sont plutôt des quartiers autogérés. Et les plus grands quartiers informels n'existent pas sur les cartes officielles. Ce sont des blancs. Au Kenya, ce sont des forêts. Mais il y a des milliers d'êtres humains qui habitent là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'emparer des cartes pour prouver leur existence. En prouvant leur existence, ils obligent les pouvoirs publics à les pourvoir, par exemple, en tout à l'égout. Ce serait bien dans un pays chaud, mais dans n'importe quel autre pays, en sanitaire, mais en école aussi. En lieu collectif, à les pourvoir en infrastructure. Donc la carte, ça sert à ça. Les collectifs, par exemple, mais absolument partout, même à New York, vous avez le collectif 596 acres, qui lui, alors je ne sais pas s'il y a des friches ici à l'ODEV, mais va repérer les friches dans New York. Les friches, c'est ces endroits abandonnés, cernés de palissades. En fait, à un moment, s'ils sont trop longtemps en déshérence, ils vont être vendus pour $1 symbolique à des promoteurs. C'est très intéressant, ils sont en pleine ville. Ben, ce collectif, il les repère, il recherche l'information. Et au niveau du cadastre, il va chercher à cerner exactement cet objet, il va en faire la publicité et il va appeler les collectifs des voisins à réclamer à ce que ces endroits soient mis à la disposition des gens pour en faire des parcs, des lieux de rencontre, des jardins. Voilà, la carte, elle sert à ça. Et il y a 1001 exemples de la façon de mettre la carte au service d'une cause publique, c'est-à-dire citoyenne. Merci infiniment pour vos réponses. Merci à Radio Lodève pour l'enregistrement et la diffusion de cette rencontre, et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci à Nathan pour les prises de vue, le montage et la mise en ligne des rencontres de la librairie, que vous pourrez retrouver sur notre site internet un.trait. Merci et à bientôt. Merci.